Donc, nous voici pour la suite de notre journée d'études consacrée aux événements de l'école polytechnique toujours, mais pas seulement. Et j'aimerais tout d'abord et avant tout remercier nos participants, la participant à cette table ronde qui ont accepté notre invitation et aussi les deux institutions qui nous ont beaucoup soutenus dans la mise en place de cet événement, à savoir le laboratoire GERM, groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants pardon, et la Cité des mémoires étudiantes. Alors, dans un premier temps, ce matin, ce que nous avons voulu souhaiter étudier, c'était la séquence tragique des événements de l'école polytechnique d'un point de vue d'histoire publique. En s'intéressant, comme on l'a vu, à la postérité de ces événements dans la société grecque et en interrogeant les modalités de leur réception, de leur commémoration, de leur participation dans le débat public, les usages sociopolitiques et culturels du passé, et tout cela associé à la manière dont leur mémoire a été renégociée, revisitée par des générations postérieures dans l'espace public en Grèce de nos jours pendant les 50 dernières années, les 50 années depuis leur avènement. Alors, nous aimerions maintenant, lors de cette table ronde, porter un regard, proposer une réflexion, développer une approche en termes d'histoire connectée, inscrivant les manifestations à l'école polytechnique d'Athènes dans une mouvance sociopolitique et une séquence socio-historique plus large, qui est celle des mouvements étudiants dans les années 60 et 70 ou dans les années 68, pour reprendre l'expression utilisée par Ioanna Kassapi et Robbie Border dans le numéro de la revue Matériaux pour l'histoire de notre temps, qu'ils ont dirigé en 2018, intitulé Mobilisation étudiante dans le monde, les années 68. Alors, toujours en 2018, à la Bulac cette fois-ci, nous avons voulu inscrire les calendriers de la commémoration du cinquantenaire du mai 68 et dans une vision plus large, globale, choisissons donc de porter un éclairage sur la dimension internationale de cette année historique. Et c'est à cette occasion que nous avons proposé à nos lecteurs et à tous les visiteurs de cette bibliothèque les autres 68 en Europe. Et dans une perspective analogue, la résistance à la dictature des colonels, qui a été, comme on l'a vu, menée largement, mais pas seulement par des étudiants, raconte que les mouvements contestataires des années 60 et 70. Donc, dans une époque où les cercles de gauche assument l'hégémonie culturelle, où des discours tiers-mondistes côtoient des critiques féministes et rejoignent les pensées anti- et post-colonialistes, on a voulu voir comment les étudiants de l'école polytechnique racontent ou raison les préoccupations d'autres étudiants impliqués dans d'autres mouvements des contestations et des protestations à travers le monde. Nous aimerions donc inviter à notre discussion cet après-midi l'histoire transnationale et, dans ce sens, nous intéresser aux interactions, repérer les interdépendances entre les différentes sociétés autour du phénomène qui nous a réunis, les mouvements étudiants, retracer, commenter les transferts culturels, les circulations d'acteurs, d'idées, des pratiques des contestations et ou des mobilisations qui ont vu les jours pendant les années 60 et 70 toujours, tout cela dans une volonté de connecter, de tisser les liens entre les différentes expériences historiques, restées parfois fragmentées, isolées, et, plus, et donc essayer de les regrouper sous les prismes d'une histoire écrite à l'échelle régionale, voire internationale, comme on va essayer de le faire. Il s'agit donc de dépasser des compartimentages nationaux, civilisationnels, géolinguistiques, pour montrer les modes d'interaction entre les locales, les régionales et les supranationales, comme, merci beaucoup, Paul, comme donc on nous a invités à le faire depuis quelques années maintenant. Sanjaï Subramaniam, dans son ouvrage Exploration Connected History, et que d'autres historiens français, en l'occurrence Caroline Duqui et Philippe Minard, ont déjà acclimaté ces approches en termes d'histoire et ces méthodologies d'ailleurs aussi en termes d'histoire globale et connectée dans les articles publiés dans la revue d'histoire moderne et contemporaine, entre autres. Et je pense qu'il y a des slogans et des graffitis sur les murs d'école polytechnique que Joël a déjà commenté, qui nous montrent le chemin vers une telle histoire connectée et globale. Donc, moi aussi, depuis longtemps, j'étais intrigué par donc, les références à deux événements contemporains aux manifestations, à l'insurrection comme on l'appelle donc en grec, de novembre 73, à savoir l'expression de solidarité exprimée envers Salvador Allende, le président chilien ravexé par le coup d'État du mois de septembre, quelques semaines avant,
les événements à l'école polytechnique, ainsi que la référence, bien évidemment, aux étudiants et à la répression des manifestations étudiantes à Bangkok de 73. Joël nous a très bien expliqué les contextes et ne vient pas là-dessus. Alors, c'est toujours au sein de cette séquence chronologique des mouvements étudiants ont vu les jours ailleurs dans le monde, et c'est sur ces expériences qu'on va revenir tout de suite grâce alors aux apports et aux éclairages apportés par nos 4 participants. Alors, je voulais juste vous dire que Yohanna Kassapi n'a pas pu se joindre à nous. Je tiens toutefois à remercier vivement de tout mon cœur Yohanna de son soutien et de son aide à la réalisation de cette manifestation, car c'est elle qui a eu l'idée, avec Obi, d'enregistrer notre discussion afin qu'un public plus large puisse un jour profiter de nos échanges et de notre discussion. Alors, présenter en quelques mots les intervenants avant de laisser la parole et avoir les premières réactions sur donc, les thématiques qui nous réunissent aujourd'hui. Dans l'ordre alphabétique, j'aimerais accueillir Paul Cormier, docteur en sciences politiques, auteur d'une thèse intitulée Les conséquences biographiques de l'engagement en contexte répressif, milité au sein de la gauche radicale en Turquie entre 1974 et 2014, qui est conservateur de bibliothèque à la Bulac et qui a publié et dirigé, Paul, je pense que voilà tout ça, voilà, qui a dirigé l'ouvrage aux éditions Garnier en 2021 intitulé Construire la légitimité politique de l'Antiquité à nos jours. Merci beaucoup, Paul, d'avoir accepté l'invitation. Et toujours, juste après, dans l'ordre alphabétique, toujours, Yeri Knelidza, qui est depuis 2018 directeur du Centre Tchèque de Paris, enseignant-chercheur à l'Université Charles de Prague, en parallèle spécialiste de l'histoire culturelle du XXe siècle, qui a publié, merci beaucoup, merci Paul, Les nouvelles élites tchécoslovaques, information française aux éditions de l'Institut d'études slaves, qui fête cette année, si je ne me trompe pas, c'est son 100e anniversaire. Donc, avec Yeri, on a eu l'occasion de partager des moments d'émotion il y a quelques mois au Centre Tchèque, comme moi, c'était en juin, à l'occasion de la rencontre autour de l'édition en exil, où nous avons rencontré Romain Kamèche, éditeur de Revue K, de cette revue de contestation. Là aussi, on est quand même dans cette mouvance et dans cet esprit toujours. Alors, ensuite, j'aimerais accueillir et remercier encore une fois d'avoir accepté notre invitation Sacha Markovic, qui est enseignant-chercheur affilié à l'EUROBEM de la Sorbonne Université, à l'Institut des sciences politiques de Nanterre, docteur en sciences politiques, chargé des cours à la Sorbonne et à Nanterre Université, qui a soutenu sa thèse intitulée Les intellectuels marxistes humanistes de Serbie entre socialisme et nationalisme, aux origines intellectuelles et culturelles des transitions yougoslaves des années 20 aux années 70. On est au cœur du sujet. Et là, je voulais juste me rappeler de ces souvenirs nostalgiques de cette journée, cet colloque qui a eu lieu à Belgrade il y a quelques années, un accueil chaleureux, une vraiment atmosphère, ambiance conviviale et des échanges stimulants qui nous ont réunis à ces colloques dirigés et organisés par Sacha, et qui a donné lieu par la suite à la publication. C'était à l'occasion de la célébration, on va dire, de 180 tout à fait des relations diplomatiques, et qui a donné lieu à cet ouvrage dirigé par Sacha et Alexandra Kolakovic. Et merci beaucoup, Sacha. Et donc, tous mes remerciements à Roby Morder, qui est parmi nous aujourd'hui et qui est donc qui a enseigné à l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines, et qui a été professeur, puis chercheur associé à l'Université d'Errance Champagne-Ardenne, chercheur associé au laboratoire Printemps à Paris-Saclay, membre de l'Association française des sciences politiques, et puis qui participe également au conseil au comité de rédaction de plusieurs revues, membre du comité éditorial notamment de la revue Matériaux pour l'histoire de notre temps, président du groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants GERM, une des institutions qui soutiennent notre rencontre aujourd'hui, ainsi que vice-président du Conservatoire des mémoires étudiantes. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole pour encore une fois vos éclairages et bien évidemment, j'aimerais vous montrer juste avant la couverture d'un des ouvrages rédigés et publiés par Roby Morder, Naissance d'un syndicalisme étudiant. Je pense que c'est une tradition plus que, comment dire, pertinente pour lancer et vous passer la parole.
Alors, pardon, excusez-moi. Et là, pour des raisons, comme on a débordé les temps, qui nous a été imparti, donc j'aimerais plutôt donner la parole à Yeri Klinja. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'on dépasse le temps chez nous au centre tchèque aussi, mais j'avoue que je dois partir comme à temps prévu à 18h par de multiples obligations que j'ai. Donc, désolé, franchement. Merci pour cette invitation. Et j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que je pourrais apporter d'un regard, on peut dire, d'un historien tchèque, de la Tchécoslovaquie, de l'histoire culturelle, à un propos qui concerne la mémoire, on peut dire, grecque, régionale, mais avec des éléments qui dépassent bien évidemment la réflexion plus pointue, plus nationale. Euh, et j'ai quelques idées comparatives, si vous voulez, qui puissent nous amener justement à ce que Nicolas vient de dire, à réfléchir ces mouvements d'étudiants comme un champ plus universel de recherche ou de réflexion en soi. La première, la chronologie du XXe siècle peut être vraiment parallèle parce que le 17 novembre, c'est la date clé de mouvements étudiants tchèques, mais de mouvements, on peut dire même national, nationaux, même le mouvement, le singulier national tchèque. Parce que le 17 novembre, c'est une chronologie un peu par hasard, mais marque euh, la, la première grande répression du régime nazi contre la société tchèque en 1939, la fermeture des universités tchécoslovaques ou tchèques, la Slovaquie, le contexte de la Slovaquie est un peu différent pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on peut dire donc la rupture profonde, volontaire et totalitaire de la formation des élites d'une petite nation de l'Europe centrale. Donc on peut dire une sorte de tragédie nationale, bien évidemment culturelle, etc. Il en ressort après toute une clé de compréhension de l'évolution de la société tchécoslovaque au XXe siècle. Donc le 17 novembre marque une rupture et devient déjà pendant la guerre la journée internationale des étudiants. Donc, la date qui reviendra symboliquement après au cours du XXe siècle sur la table pour commémorer. Et dans l'histoire culturelle, si vous voulez, tchécoslovaque, le 17 novembre, exactement pour marquer le 50e anniversaire de l'oppression nazie, c'est la date de la révolution de velours au moment de la chute du régime communiste. Donc, avec une date qui coïncide parfaitement avec la date grecque, on peut dire on a deux bornes de la chronologie de la seconde moitié du XXe siècle tchécoslovaque et toujours il y a la mémoire du mouvement contestataire d'étudiants. Je pense, donc point. Le deuxième élément, c'est que pour les sociétés de l'Europe centrale, que la société tchèque représente parfaitement, déjà depuis la moitié du 19e siècle, et au cours du 20e siècle, c'est toujours le cas également, la masse d'étudiants changeant selon les périodes, selon les ouvertures des universités, selon les politiques scolaires, si vous voulez, universitaires. Donc, le nombre change. Mais cette masse d'étudiants, ce groupe d'étudiants, représente un point très important et c'est l'avenir de la nation. C'est toujours, en fait, le point clé qui construit l'avenir de l'État, l'avenir de ce que la société aimerait bien d'être d'une génération plus tard. Donc, d'un côté, tous les régimes qui ont traversé le XXe siècle tchécoslovaque ont visé le groupe d'étudiants, on peut dire, on charriait un peu, on essayait de le travailler, de le manipuler, de le faire passer à son côté politique. Mais de l'autre côté, ce groupe a toujours porté en soi, et il y a des spécialistes vraiment de cette question, un moment de contestation, parce qu'il y a toujours une rupture générationnelle. Donc, si vous voulez, pour une petite une nation moyenne, petite nation de l'Europe centrale moderne, de l'Europe centrale, qui est la société tchèque, il y a un paradoxe, si vous voulez. D'un côté, un phénomène vraiment radical de ceux qui veulent le jeune être une génération plus tard, et d'un côté une volonté de influencer les étudiants, de leur donner les conditions de vie qu'ils mériteraient, etc., etc. Ce qui la société politique dirigeante aimerait bien faire d'eux.
C'est pour ça aussi la persécution nazie était si dure et radicale. Il y a le 17 après, donc le 17, il y a 9 condamnations à mort des représentants de mouvements d'étudiants et 1200 étudiants sont enfermés dans les camps de concentration dont 2 tiers n'en sortiront plus. Donc c'est vraiment un geste majeur. Donc c'est un deuxième, si vous voulez, élément de réponse, très important. C'est qu'en fait, le mouvement d'étudiants ou le groupe d'étudiants en soi nous accompagne d'un rythme, on peut dire presque générationnel par l'histoire tchécoslovaque du XXe siècle, justement pour ce paradoxe, je pense, qui est un peu dans le DNA de ce qui est socialement le groupe d'étudiants. Et après, je reviens un peu sur la chronologie, mais là, on rentre vraiment dans notre thématique. J'ai évoqué les événements de 1939. De nouveau, on retrouve une manifestation de masse, la dernière grande manifestation de masse de février 1948 en Tchécoslovaquie contre l'arrivée, on peut dire, je passe tous les détails, comment le communisme est arrivé en Tchécoslovaquie, mais en 1948, c'est une rupture politique et les étudiants manifestent contre ou en soutien du président démocratiquement élu Edvard Beneš contre la volonté justement de faire passer le gouvernement uniquement aux mains du Parti communiste. Ils sont brutalement arrêtés par la police communiste, tchécoslovaque, mais communiste à l'époque, en février 1948, au pied du château de Prague. Et c'est un lieu de mémoire. Aujourd'hui, il y a une plaquette, etc., qui va être retrouvée beaucoup plus tard dans la mémoire collective, mais qui s'inscrit dans cette lignée de mouvement d'étudiants en tant que mouvement contestataire du XXe siècle, 39, 48, et on arrive, 89, et on arrive à notre problématique des années 60. Après cette, on peut dire, cette dissolution radicale du mouvement d'étudiants qui est à l'origine justement de cette manifestation 48, l'État tchécoslovaque communiste forme une union des étudiants étroitement contrôlée qui, par contre, dans dans les années 60, va devenir la voix assez haute prononcée du mouvement d'étudiants au moment du printemps de Prague. Et c'est de nouveau important parce que déjà, symboliquement, aujourd'hui, on a évoqué la question d'Emmanuel et je suis tout à fait d'accord que c'est une des clés de compréhension, comment on peut comprendre la façon comment l'histoire elle est transmise, bien évidemment, à la génération aujourd'hui future, postérieure. Dans les manuels scolaires, le printemps de Prague, un des moments déclencheurs, c'est le la rencontre des écrivains. Donc voilà, on peut dire les intellectuels qui se prononcent pour la libération et démocratisation du régime. Et un mouvement d'octobre 67, le 31 octobre 67, la 2000 étudiants de la cité universitaire vont manifester, et j'intitule ça ou c'était le slogan d'époque, Chceme světlo, on veut de la lumière, c'était leur slogan. Et symboliquement, c'est très important parce qu'ils ont demandé juste le courant d'électricité régulier parce qu'ils n'avaient pas ni chauffage, ni les lumières, mais au sens propre du terme, sauf qu'au moment des années 68, ça représentait tout, ça représentait la liberté. Ils étaient de nouveau extrêmement rapidement arrêtés, poursuivis. J'étais hors de l'université, mais ce qui a réveillé vraiment, on peut dire, suscité le débat public en soutien des étudiants. Et en 69, les étudiants vont représenter pendant tout le printemps de Prague, aussi grâce à ça, avec un jeu de mots, je pense très bien choisi, on veut de la lumière, le mouvement du printemps de Prague. Avec, à la fin des années 60, du printemps de Prague, au tournant des années 60-70, bien évidemment, la figure de Jan Palach. Un autre étudiant symbolique, on peut dire vraiment le monument de la mémoire collective tchèque contre l'occupation soviétique, qui donne sa vie, on peut dire, à la liberté tchécoslovaque en tant que la voix contestataire de l'occupation soviétique et qui va, comme en 1939, devenir le symbole
de la liberté, mais de l'engagement de la jeunesse, du mouvement d'étudiants, si vous voulez, dans la démocratisation de la société. Donc, avec la mort de Jan Palach, donc si on veut garder la chronologie, le mouvement d'étudiants des années 70 va quasiment disparaître au début des années 70 avec le changement de l'union d'étudiants à une union des étudiants socialistes qui, de nouveau, va pendant les années 70-80, va vouloir contrôler la vie des étudiants en Tchécoslovaquie, mais qui sera la structure qui va ensuite organiser en 89 la manifestation du 17 novembre qui sera à l'origine de la révolution de velours. Donc, avec ces quelques, si vous voulez, références, quelques pistes, comment on peut réfléchir l'histoire contemporaine ou l'histoire du XXe siècle tchécoslovaque, je vais dire que le mouvement d'étudiants ou les étudiants, soit en tant que groupe social, mais aussi symboliquement, en tant qu'enjeu mémoriel, représente une des clés majeures de la compréhension de l'évolution sociale et politique culturelle. Voilà. C'est mon ajout à votre réflexion autour de ce que représente ce phénomène dans votre cas, qui est le cas de la Grèce. Voilà. Merci beaucoup, Yuri, pour cette démonstration vraiment de la place très importante, moteur des étudiants, du mouvement étudiant dans l'histoire contemporaine de la Tchécoslovaquie. Et puis, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que la pratique d'immolation, en quelque sorte, comme moyen de contestation de Jan Palach, a été aussi reprise par des étudiants grecs à Gênes. C'est aussi voir comment les résistances, ça m'a fait penser à ce que vous disiez. Merci beaucoup, Iri. Peut-être continuer avec l'expérience turque. Paul. Merci Nicolas pour cette invitation. Donc moi, mon pas de côté va être géographique, mais aussi un peu chronologique, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir comment les chronologies entre la Grèce et la Turquie sur cette période des années 70 sont un peu des vases communicants entre épisodes autoritaires et épisodes de contestation ou de retour à la démocratie. Donc ce travail que j'ai conduit, il y a quelques années maintenant et dont, que Nicolas m'a fait ressortir des cartons et donc un travail sur la jeunesse, sur l'engagement révolutionnaire en Turquie dans les des années 70 aux années 80. L'objectif de ce travail était de voir quelles étaient les dynamiques d'engagement dans des groupes révolutionnaires dans la seconde moitié des années 70. J'ai délibérément choisi la deuxième moitié des années 70 puisque justement la période 68 en tant que telle, et je reviendrai sur les questions de chronologie, avait déjà été bien traitée. Et l'objectif, c'était de voir, certes, quelles étaient les dynamiques d'engagement dans des groupes révolutionnaires, des choses qui sont relativement bien traitées, mais aussi de voir quelles étaient les conséquences de cet engagement quand on traverse un épisode répressif comme le régime du coup d'État qui a suivi le coup d'État militaire de 1980 en Turquie, et surtout sur le plus long terme, quelles étaient les dynamiques de reconversion professionnelle, familiale, politique de personnes qui avaient connu un engagement particulièrement intense d'un côté et un épisode répressif tout aussi intense de l'autre côté. Ce qui est intéressant dans le cas turc par rapport au cas grec, c'est d'une part la chronologie, puisque dans le cas de la Turquie, on a une succession de coups d'État, en 1960 dans un premier temps, puis les 2 qui m'intéressent le plus sont les coups d'État de mars 1971 et septembre 1980. Le coup d'État de mars 71 entraîne, on va dire, une période de régime militaire qui va de mars 71 au milieu de l'année 73, puis un retour des civils au pouvoir, avant un nouveau retour de l'armée au pouvoir entre le 12 septembre 80 et la fin de l'année 83. Au cours de cette période-là, de ces 2 périodes, la fin des années 60 et le milieu des années 70, on a la structuration d'un mouvement de contestation sociale qui est plus large que le seul milieu étudiant,
qui va aboutir à la structuration d'un syndicalisme de gauche assez fort en Turquie, mais aussi de mouvements paysans, qui vont aussi aboutir à la structuration du mouvement kurde tel qu'on le connaît à partir de la fin des années 70, et d'organisations étudiantes qui sont au départ des organisations de syndicalisme étudiant et qui deviennent assez rapidement, et en écho avec ce qui s'est produit à la fin des années 60, des mouvements qui progressivement vont vers la violence politique. Cette structuration du mouvement de gauche en Turquie au cours des années 70 est concomitante de la structuration qui, elle, est beaucoup plus charpentée du mouvement de l'extrême droite turque, qui, elle aussi, vient d'un mouvement plus ancien qui est le pantouranisme et qui se structure avec la création d'un parti politique et de tout ce que un collègue qui s'appelle Benjamin Gouris avait appelé un système d'action nationaliste, c'est-à-dire tout un champ qui est structuré autour de ce parti politique, qui est beaucoup moins concurrentiel, beaucoup moins sissipar que ce qu'on peut trouver à gauche, mais qui au contraire est vraiment bien charpenté, avec un syndicalisme qui va intégrer une grande partie des professions de la fonction publique, avec des organisations étudiantes, avec des ramifications dans les confréries religieuses, et qui va aboutir au final, à partir du moment où l'extrême droite est associée au gouvernement dans la deuxième moitié des années 70, à ce qu'on peut appeler en sciences politiques une désobjectivation de l'État, c'est-à-dire qu'on va avoir un État qui n'est plus, on va dire, autonome des groupes politiques qui exercent le pouvoir, mais au contraire un État qui va être progressivement grignoté par les groupes politiques, à commencer par l'extrême droite, qui va infiltrer notamment la police et qui va profiter de son passage au gouvernement pour avoir une sorte de blanc-seing dans l'usage de la violence qui va contribuer à ce dont je parlerai tout à l'heure, qui est la montée de la violence dans la deuxième moitié des années 70. Et le troisième mouvement qui émerge dans cette deuxième moitié des années 70, et c'est important parce que ça fait écho à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le mouvement de l'islam politique en Turquie. Donc on a ces trois mouvances qui coexistent avec, disons, la gauche qui se considère comme étant dans le sens de l'histoire, l'extrême droite qui est le, le pôle traditionnaliste, et l'islam politique qui est à l'époque vraiment très clairement perçu comme totalement réactionnaire, voire complètement dépassé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les militants avec lesquels j'ai travaillé et sur lesquels j'ai travaillé sont exactement de la même génération que Recep Tayyip Erdogan, par exemple, qui a commencé sa carrière politique dans la deuxième moitié des années 70. Et donc de voir aussi l'inversion entre, disons, la gauche des années 70 et ce qu'est la gauche en Turquie aujourd'hui, et l'islam politique des années 70 et ce qu'est l'islam politique aujourd'hui en Turquie. Euh, Ce qui est intéressant également, c'est de voir que la Grèce était totalement absente de mon enquête. Aucun des militants avec qui j'ai discuté ne m'a parlé de la situation en Grèce, hormis le seul point de convergence, c'est bien entendu 74 et l'invasion de Chypre par l'armée turque, qui à l'époque est soutenue par l'ensemble du paysage politique turc, qui a pour point commun un nationalisme partagé, et qui partageait totalement l'idée de l'intervention à Chypre. Ça, c'est le seul point de mention du cas grec dans mon enquête. Le second point, et je le regrette maintenant que tu me fais parler de ça, et parce que je ne l'ai pas suffisamment traité, c'est que la Grèce, à partir du moment où les militaires prennent le pouvoir en 1980, va être un lieu de transition pour des militants de la gauche turque qui vont ensuite s'exiler plus loin en Europe, en France, en Angleterre, etc. Et dont, pour qui un des premiers réflexes, et j'en ai trouvé des traces dans la presse française aussi dans les années 80, va être de passer parfois de manière laborieuse ou artisanale sur les îles grecques de la mer Égée pour fuir la répression politique. Et donc, ils vont pouvoir profiter, s'appuyer sur des connexions principalement trotskistes à l'époque, pour passer ensuite de la Grèce, notamment en Angleterre. Voilà. Mais c'est les deux seules mentions que j'ai pu avoir dans mon enquête pour lesquelles les militants de la gauche turque s'intéressaient à la Grèce, puisqu'ils étaient finalement assez focalisés sur la Turquie en tant que telle, qui était dans une situation un peu particulière. L'ouverture internationale, justement, qu'ils pouvaient avoir, c'était vers les pays du bloc de l'Est, en termes de centre d'intérêt, et le conflit israélo-palestinien, puisque
pour la gauche turque de la fin des années 60, le passage par des camps palestiniens pour se former aux techniques de combat avant de revenir en Turquie pour créer des zones insurrectionnelles était le point central. Donc on va dire la Grèce était enjambée finalement dans leur imaginaire politique. Donc juste quelques éléments de contexte sur les années 70. Ce qui frappe en Turquie dans les années 70, c'est la situation de forte crise économique qui fait suite, bien entendu, au choc pétrolier de 73. Une forte transformation sociale qui est liée, d'une part, à l'exode rural que connaissent aussi d'autres pays de la région à la même époque et son corollaire qui est le développement urbain qui est énorme. Istanbul multiplie sa population par 2 entre 1960 et 1980 et Ankara par 3. La massification scolaire, je ne reviens pas sur les débats autour de massification scolaire et engagement politique, mais on constate aussi une forte massification scolaire en Turquie sur la même période. Bien entendu, le contexte de la guerre froide, le fait que la Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952, seul pays membre de l'OTAN à avoir une frontière directe avec l'Union soviétique, une présence américaine militaire sur place qui, comme en Grèce, suscite une très forte contestation aussi, principalement à la fin des années 70, mais à la fin des années 60, mais aussi dans les années 70 et particulièrement dans la zone du sud-est de la Turquie, puisque une des grosses bases américaines qui existe encore, qui est la base Incirlik, est dans zone kurde. Bien entendu, la guerre à Chypre, une tension dans le champ politique qui aboutit à ce qu'entre 1974 et 1980, on a 7 gouvernements qui se succèdent et qui ont énormément de mal à stabiliser la situation politique. Et puis, bien entendu, la montée de la violence, puisque on estime, les chiffres sont à peu près stabilisés aujourd'hui, qu'entre 1974 et 1980, les affrontements, que ce soit principalement sur les campus, mais aussi dans la rue, font environ 5000 victimes entre groupes apparentés à la gauche révolutionnaire turque et au groupe de l'extrême droite turque. Donc une montée de la violence qui est croissante sur la période 74-80 et qui va être l'argument massu de l'armée qui prend le pouvoir en disant qu'elle prend le pouvoir pour rétablir l'ordre, alors que, disons, une analyse plus fine de la manière dont s'opèrent les interactions entre groupes politiques et forces de sécurité de l'autre montre que l'armée est un des acteurs de la déstabilisation du champ politique, de la montée de la violence, et qu'elle légitime son intervention par là. Je termine simplement en mentionnant peut-être quelques éléments sur les influences idéologiques de la gauche turque des années 70. Ce sont bien entendu les influences globales de la période, le maoïsme assez fort, le guévarisme, mais aussi une pensée politique interne qui est celle des révolutionnaires de la fin des années 60 en Turquie, des gens comme Mahir Çayan ou Deniz Gezmiş, par exemple, qui ont laissé un certain nombre de textes. Et puis aussi Enver Hoxha, qui, en tout cas, le cas albanais suscite des retours en Turquie à la même période. Ce qui est intéressant, enfin, c'est la coexistence, on va dire, sur cette période d'une quinzaine d'années, on va dire de la fin des années 60 au début des années 80, on va dire, de trois cohortes générationnelles, ceux qui sont étudiants à la fin des années 60 et puis qui ensuite sont de jeunes actifs dans les années 70, ceux qui sont étudiants sur cette première moitié des années 70 et enfin, ceux qui sont étudiants à la toute fin des années 70 ou qui sont lycéens à la fin des années 70, puisqu'on a des gens qui sont socialisés dans des contextes assez différents, certains qui ont connu le premier coup d'État militaire de 71, d'autres qui vont subir de plein fouet la répression liée au coup d'État militaire de 80, et d'autres qui sont encore très très jeunes et qui ont donc des approches, des formations qui sont différentes. Donc même à l'intérieur, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler la gauche turque des années 70, plus on descend dans la finesse d'analyse, plus on voit des trajectoires qui sont différentes. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser mes collègues parler. Merci beaucoup. Beaucoup, Paul. Et alors, tu m'as fait penser, toi aussi, c'est vrai que j'ai pensé moi aussi à ces réactions d'anti-américanisme qui ont vu les jours dans les années 60-70, c'est comme point commun, bien évidemment. Et tu m'as fait penser aussi à, je dirais aussi d'ailleurs,
les slogans pourraient être un moyen d'étude transversale. Quels sont les slogans scandés et forgés par les mouvements des étudiants dans les différents pays, différents contextes? Ça serait intéressant un jour qu'il y ait une étude comparatiste pour... mais bon, mais merci beaucoup, Paul. Et donc, toujours, si on maintient cette ordre alphabétique, on va s'intéresser au contexte yougoslave. Donc, merci beaucoup, Sacha. Merci, Nico. Alors, dans la mesure où on s'adresse potentiellement à des étudiants, le lien peut-être qu'il serait intéressant d'établir, en tout cas moi qui m'a frappé en écoutant les intervenants précédemment, c'est le rapport entre histoire, mémoire, perception, parce que véritablement là, il y a des enjeux énormes avec des phénomènes, pour parler comme les physiciens, de diffraction tout à fait intéressants. Et à l'occasion de mon travail sur je dirais les protestations étudiantes yougoslaves des années 60, eh bien, je me suis rendu compte que la façon dont cette mémoire était par la suite construite dépendait largement de l'interprétation qu'on avait pu avoir de ces événements. Et donc, sur le plan à la fois épistémologique et méthodologique, c'est tout à fait intéressant de voir comment on peut complètement je dirais, revisiter l'histoire à partir d'une certaine interprétation plutôt qu'une autre. Alors, commençons justement par l'histoire en tant que science sociale. Ce qui est intéressant dans les protestations étudiantes yougoslaves, justement du printemps yougoslave, ou des printemps yougoslaves, devrait-on dire au pluriel justement aussi, en juin 68, c'est qu'elle se caractérise par, je dirais, deux modèles extrêmement différents. Ce qui se passe à Belgrade, ce qui se passe à Zagreb. Déjà, c'est très différent. Ce qui se passe à Zagreb, c'est clairement des protestations de gauche. Là, il n'y a pas, je dirais, des teintes différentes. Ce sont vraiment des étudiants de gauche qui sortent dans la rue. Mais ce qui est tout à fait impressionnant, c'est que ces étudiants que l'on qualifiera plus tard de contestataires, voire de dissidents, qui seront réprimés finalement comme s'ils étaient des dissidents, eh bien, sortent dans la rue avec le portrait de Tito. Donc déjà, ça intrigue. Et ça pose franchement question. Et ils vont plus loin. Lorsqu'ils défilent, ils emploient cette fameuse phrase littéralement de dévotion à l'égard du chef charismatique, Tito miti secunemo, nous te jurons fidélité. Donc, très étonnant quand même pour un soulèvement étudiant. Petit détail intéressant, le portrait avec lequel il défile n'est pas celui du maréchal au moment des faits, mais celui du maréchal au moment où il était chef de la Révolution. Et précisément, ce que ces étudiants disent, et là je pense à ce que tu viens de dire, Nico, à savoir étudier les slogans, ils disent notre revendication la plus radicale, c'est précisément de respecter le programme du parti et de respecter la constitution yougoslave. Et cette inversion est assez fantastique parce que là, ils vont plus loin dans les slogans. À bas la bourgeoisie rouge, à bas la bureaucratie. Et là, ils vont très loin parce qu'ils sont, pour la très grande majorité, étudiants en sciences politiques et en sociologie politique. Et en fait, il y a un lien passionnant entre leurs enseignants qui font partie du mouvement Praxis à la faculté de Belgrade, mais aussi de Zagreb, et qui, du coup, leur ont enseigné toutes ces choses. Et là, ils mettent en avant la notion de capitalisme d'État, avec toute une discussion par ailleurs sur qu'est-ce que le capitalisme d'État. Eh bien, oui, il n'y a pas de transmission de patrimoine matériel, mais il y a, presque au sens de Bourdieu, transmission d'un capital culturel, d'un capital social, d'un capital politique. Et donc, ils disent, voilà, cette bourgeoisie rouge est une bourgeoisie
corrompue, elle détient un capital et c'est elle qu'il faut abattre en réalité parce qu'elle est en train de dévoyer la révolution. Donc, ils sont révolutionnaires et ils sont d'une certaine manière tout à fait fidèles à la révolution autogestionnaire yougoslave. Et donc, ce qu'ils vont, d'une certaine façon, par leur action et l'évolution des rapports entre eux et l'État, ils vont démontrer que c'est le repère qui change, pas les gens. En réalité, eux sont dans la droite ligne du parti, mais Tito change son fusil d'épaule. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, on est à un moment assez spécifique. La Yougoslavie a connu son âge d'or, le fameux miracle yougoslave, qui dure à peu près jusqu'à 63. Elle a connu un taux de croissance d'environ 12%. À partir de 63, ça commence à dégringoler. Et d'un seul coup, l'autogestion yougoslave entre dans une phase, je dirais, de panne, où on se pose la question littéralement d'une libéralisation de l'économie. Donc, injection de propriété privée, injection d'une certaine dose de marché, ce qui va avoir des effets collatéraux sociaux tout à fait dommageables qui vont complètement à l'encontre du projet de la révolution sociale, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il va y avoir du chômage, il va y avoir de l'émigration. La Yougoslavie ouvre ses frontières en 63 à l'émigration. Les étudiants constatent très concrètement qu'il y a de moins en moins d'enfants, d'ouvriers et de paysans à la fac. Leurs conditions sociales se dégradent et du coup, lorsqu'ils sortent dans la rue le 3 juin 1968, ils ont d'abord et avant tout des revendications catégorielles. C'est ça qui est très intéressant. Ils veulent des conditions de vie meilleures, ils veulent une alimentation meilleure au Resto U, ils veulent la gratuité réelle des études et ils veulent une véritable démocratisation des études qui est en train de disparaître en réalité. La Yougoslavie passe d'un indice de 1 à 4 entre les salaires les plus élevés et les salaires les moins élevés à un indice qui commence à tourner vers les 1 à 10, ce qui est évidemment tout à fait problématique sur le plan politique. Donc, en fait, ces étudiants ont une position qui, progressivement, alors qu'ils sont loyaux et fidèles, évoluer vers ce que le pouvoir appelle la nouvelle gauche, c'est-à-dire en fait, il la qualifie d'extrême gauche. Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez, parce que tout se joue dans la qualification. Voilà, eux n'ont pas changé d'un iota. Eux, ce qu'ils revendiquent, c'est le programme du parti, c'est la constitution yougoslave, mais d'un seul coup, le référentiel change, donc ils deviennent l'extrême gauche. Et Tito, va, fidèle à lui-même, bête politique, avec une intuition politique extraordinaire, véritablement un génie de la communication. Ça a commencé le 3 juin, le 9 juin, 6 jours après, il fait une intervention télévisée. Voilà. Et lors de cette intervention télévisée, il va jouer absolument tous les rôles, c'est-à-dire le côté caméléon de Tito. Il va jouer le rôle du père nourricier, il va jouer le rôle du chef charismatique, il va jouer le rôle, je dirais, du grand-père compréhensif à l'égard de ses enfants que sont les étudiants, et il va leur dire, écoutez, en gros, soyez sages, on est au mois de juin, les examens s'approchent, il faut absolument être sérieux, vous devez retourner sur les bancs de la fac, je vous ai compris. Voilà. Et là, d'un seul coup, dissociation entre la dimension politique et la dimension sociale du message. Bien entendu, il s'empresse d'oublier la dimension politique, il retient la dimension sociale et il dit « nous ferons des efforts sur le plan social, nous allons tout faire pour améliorer vos conditions de vie, vos conditions d'études. Oui, nous faisons amende honorable, nous ne sommes pas allés suffisamment loin.
Mais la révolution est un long chemin vers le grand soir et donc nous allons travailler pour vous offrir tout ça. Et il dit, et là d'un seul coup l'agneau se transforme en loup, il dit attention, il faut très rapidement séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, il ne dit pas je vais sévir, il dit je vous invite à procéder à une différenciation. Voilà, et c'est le fameux mot pardon, qui est lâché, celui de la différenciation, c'est-à-dire qu'en gros, il faut faire le ménage parmi vous. Et là entrent en action, je dirais, les éléments du mouvement étudiant yougoslave, beaucoup plus proches du parti, alors qu'au début, ils étaient tous unis. Eh bien, effectivement, il va y avoir un processus d'autodifférenciation. Ce qui est très intéressant sur le modus operandi. C'est-à-dire que le chef ne dit pas voilà ce que je vais faire, mais voilà ce que vous devriez faire. Je vous laisse le soin des modalités. Et donc là, d'un seul coup, oui, il y a différenciation effective et tous les étudiants affiliés au parti commencent à abandonner le mouvement, laissent tomber tous les étudiants autogestionnaires qui ont ouvertement contesté non pas Tito, mais les catégories sous Tito. Et petit à petit, il se retrouve complètement isolé. Et donc, ce que Tito voulait, c'est-à-dire un processus d'isolement, de mise à l'écart, de marginalisation, eh bien, s'opère et réussit parfaitement. Et au bout du compte, eh bien, oui, il y aura purge, oui, il y aura épuration. À Belgrade, environ 1380 étudiants arrêtés, privés de leur passeport, pour certains d'entre eux emprisonnés, pour d'autres interdits d'études pendant très longtemps, autrement dit une répression extrêmement sévère. Mais, chose intéressante, Tito joue le décalage dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ça tout de suite, il attend un peu parce qu'il va aussi épurer les partis politiques, puisque chaque république yougoslave a son propre parti communiste. Et donc, il laisse un peu le temps faire, il laisse l'opinion retomber, et puis après, il s'en prend aux étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant tout ce processus-là, il a œuvré, et le Parti communiste de Serbie a œuvré, afin de couper les ponts entre les ouvriers et les étudiants. Bien évidemment, la convergence des luttes, c'est le cauchemar. Et en réalité, il s'est très bien débrouillé. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait intervenir la matraque, il n'a pas fait intervenir les services de sécurité, la police, etc. Mais il a utilisé en fait la propagande. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour empêcher les étudiants de communiquer avec les ouvriers. Il a bloqué tous les systèmes, je dirais, de médiatisation des étudiants, alors que les étudiants appelaient les ouvriers, leur disaient, bah, lui, il les a bloqués. D'autre part, il a infiltré les mouvements ouvriers par des éléments du parti et il a discrédité les étudiants auprès des ouvriers. Au final, et ça montre bien l'importance de l'image dans la communication politique. Souvent, on imagine que les communistes ne connaissent que la répression. Non, en tout cas, Tito jouait énormément de la communication. Au bout du compte, les ouvriers considèrent que les étudiants sont les enfants pourris et gâtés du régime et qu'en réalité, ils n'ont rien à faire dans la rue à casser ce que l'autogestion a construit. Et ça, c'est le fruit de la communication titiste. Voilà. Alors, je vais rapidement pour vous montrer la différence avec la Croatie. Donc, pour ce qui est de la Serbie, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la gauche récupère tout ça sur le plan mémoriel pour dire, voilà, on avait une gauche contestataire et dissidente dont nous récupérons sur le plan mémoriel justement la célébration du courage, l'engagement, la lutte contre la dictature, etc. Faux. Cette jeunesse était favorable à la dictature du prolétariat et du parti. Jamais elle n'a contesté ces principes. Bon, si je passe rapidement à la Croatie, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à Zagreb,
il y a en réalité 2 printemps de Zagreb en juin 68. Il y a un printemps de gauche comme à Belgrade. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant en termes de circulation des idées, c'est que Zagreb, Sarajevo, Belgrade, Ljubljana communiquent, c'est-à-dire que les mouvements étudiants se célèbrent mutuellement, se soutiennent mutuellement, s'envoient des messages, s'invitent. Il y a de la circulation intra-yougoslave. Donc, ils sont exactement sur la même ligne et jusqu'au bout. Et ça, c'est très intéressant aussi en termes de yougoslavisme. Mais à côté de ça, le mouvement étudiant a aussi, par ailleurs, une teinte nationale communiste, vraiment, c'est-à-dire une teinte curieuse qui procède à la fois de mouvements communistes très nationalistes et qui récupère un peu un nationalisme rance qui est resté à la marge, mais qui là est de droite. Et donc, tous ces gens-là manifestent en même temps dans les premiers jours de juin, grosso modo entre le 3 et le 7. Et à partir du 7, eh bien, là, ils commencent à se tirer dans les pattes. Et ils contribuent justement à se mettre en échec mutuellement. Tito le sait pertinemment. Il a fait faire des rapports et sur ce qui se passe à l'intérieur du Parti communiste croate et sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur du mouvement étudiant. Et il va en jouer. Et du coup, il va diviser pour mieux régner, il va les laisser faire de façon à ce que cette confrontation monte en puissance. Au bout du compte, ce qui est très intéressant, c'est que il va faire le ménage de la même façon, mais avec d'autres motivations. Épuration au sein de la Ligue des communistes de Croatie pour éliminer les nationaux communistes, épuration au sein du mouvement étudiant et à gauche et parmi les nationalistes. Et ce qui est intéressant en termes de, sur le plan mémoriel, en termes de récupération, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde le discours en Croatie, il est fascinant de contradictions. La gauche croate récupère le printemps exactement sur le même modèle que Belgrade. En revanche, la droite nationaliste croate fait de ce printemps, en fait, une espèce de préparation à la future révolution nationale de 91. Voilà. Et donc, on voit bien comment l'interprétation historiographique des événements, voire réécriture, révisionnisme, négationnisme, peut conduire ensuite, sur le plan mémoriel, à, je dirais, des jongleries parfois surprenantes. Mais l'Occident, par ailleurs, l'observateur occidental, n'est pas, je dirais, innocent dans tout cela. Parce qu'en Occident, lorsqu'on lit les analyses, eh bien, on se rend compte qu'il y a eu un tel empressement à vouloir voir des dissidents qu'on n'a pas vu simplement des gens qui étaient en réalité contestataires, mais qui demandaient plus de révolution. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sacha, vraiment. Et je pense que ta démonstration était vraiment passionnante. Et on retrouve, je pense, ces modèles au moment du canton de Prague, où ce que la plupart des gens demandent, c'est plus les respects des valeurs initiales du programme fondateur du Parti socialiste, en condamnant voilà, les déviations et autres horaires commises par la suite. Et puis aussi, on retrouve dans tout ce que tu nous as dit, dans les revendications des étudiants, et les slogans que Joël nous a, voilà, les trois composants du slogan du pan de l'éducation et de la liberté. On va là se dessiner des trajectoires communes et des circulations de revendications. Et merci beaucoup, Sacha. Et maintenant, merci beaucoup, Roby, pour votre contribution. Je pense plutôt plus global. Bah, oui, on m'a demandé un peu global, donc je vais reprendre des éléments qui ont été publiés dans Matériaux et que j'ai actualisés depuis. Bon, d'abord, c'est bien que le 17 novembre ait été fait, puisque j'allais en parler, donc c'est très bien. Et sur le site du GERM, il y a tout un article, c'est ce que j'ai montré à notre collègue, sur
aux origines du 17 novembre 1939 à Prague, avec la liste des étudiants massacrés, enfin, tués par les nazis. Donc je passe assez rapidement là-dessus. Disons d'abord sur la périodisation, parce qu'on entend souvent années 60, années 70, années 68. Années 68, le concept est né d'à peu près il y a une trentaine, enfin 25 ans, pour un colloque, disons, qui concernait d'abord la France, puis bon, c'est élargi ensuite, pour montrer un peu des années de contestation généralisée, tout terrain, avec tout de même des différences, bon, plus ou moins interdépendantes, en tout cas reliées, dans un contexte nouveau qui n'est pas le même que celui de la période qui précède. Alors après, les périodisations, même pour la France, elles varient en fonction des secteurs. Hein. C'est pas pour les étudiants lycéens, nous on avait fait une périodisation grosso modo qui va de la fin de la guerre d'Algérie jusqu'à 76, parce qu'il y a un mouvement étudiant de 76 qui est le dernier, à la fois le dernier de la période précédente et qui qui est le premier de celle qui va suivre de notre période. Plan politique, il y en a qui font terminer en 81, sur le plan social, la sidérurgie 79. Bon, donc, mais grosso modo, c'est cette idée-là, avec quelques points importants. C'est d'une part les questions de l'internationalisme, à la fois en termes de revendicatifs. Hein. Je pense à la guerre d'Algérie, je pense à la guerre du Vietnam, bon, qui est encore plus mobilisatrice à l'échelle internationale, qui permet d'avoir des liens, et qui est en même temps, il faut mettre en lien des transformations structurelles, et notamment le tourisme de masse. C'est plus simplement des leaders étudiants, les ministres des Affaires étrangères, des organisations étudiantes qui vont se rencontrer dans des congrès de l'UIE ou de la CIE ici ou là. C'est qu'il y a une circulation générale, des gens se rencontrent et peuvent effectivement revenir avec, je pense par exemple au Tchèque, Petroul, il vient à Paris avant. Hein, le Tchèque Petroul est à Paris avant, il rencontre déjà d'autres personnes et il est à Paris en 68. En mai-juin 68. Hein, donc j'avais discuté avec lui. Donc, la deuxième, donc il y a une circulation des idées, et puis il y a des choses plus anciennes, c'est la circulation étudiante. En 1967, au moment du coup d'État en Grèce, il y a 800 étudiants grecs à Paris. Il y a une vieille tradition de circulation, et à la fois pour des raisons d'études, mais aussi pour des raisons politiques. Et ça vaut pour toute une série d'autres pays. Il y a un autre élément, et je pense, moi, que c'est un des éléments principaux, c'est l'augmentation, la massification scolaire et universitaire qui s'accompagne de processus. On peut discuter sur la démocratisation, mais d'ouverture à des nouvelles couches. On l'a vu, par exemple, dans ce qui a été cité en Tchécoslovaquie. Et donc, on a des contestations multiformes avec à la fois de l'ancien. On retrouve le rôle des mouvements étudiants de 1848, à la fois revendication nationale, et on est l'avant-garde de la société, du mouvement national, et en même temps à l'avant-garde du libéralisme, c'est-à-dire pour les libertés publiques, l'expression, la démocratie. Il y a quelque chose qui est plus nouveau, qui date plus des débuts du XXe siècle, qui va se développer après, la dimension revendicative, hein, les cités universitaires, ce qui a été raconté aussi sur Yougoslavie, c'est-à-dire même en France, hein, c'est la libre circulation des sites universitaires, la question des réformes, hein, de la sélection, et puis évidemment quelque chose qui là est plus nouveau, donc, que moi j'ai beaucoup pris du côté des Tchèques et de Richta, le groupe de Richta, la civilisation au carrefour, la révolution scientifique et technique, c'est-à-dire une qualification, une augmentation du nombre d'étudiants et de scolarisés, et une qualification plus importante de la manœuvre générale qui donne de plus en plus d'importance à la volonté de contrôle, de participation, de cogestion, de gestion.
Bon. Et qu'on voit se développer, par exemple, si je prends en France, mais ça existe dans d'autres pays, dans les revendications. On veut discuter ensemble de la pédagogie, du contenu, de la finalité des enseignements. Donc, c'est cette dimension politique, dans le sens plus général. Hein, alors que c'est vrai que dans la période précédente, des années 50, on a des mouvements étudiants revendicatifs, mais qui sont de manière, disons, quasi purement quantitative, sauf quand il s'agit des problèmes de répression de liberté. Mais on ne conteste pas le modèle d'enseignement. On veut simplement, dans les années 50, qu'il y ait plus de monde. Alors que là, c'est une contestation un peu généralisée. Alors, qui est, et ça, la question du sentiment, les rapports avec le reste de la société. C'est très important parce qu'il y a un sentiment d'extériorité vis-à-vis notamment, on n'est pas des ouvriers, on est des petits bourgeois, ce qui, est faux pour beaucoup, mais c'est comme ça que c'est ressenti par, à la fois, et entretenu à la fois par les autorités et beaucoup par des institutions du mouvement ouvrier. Le parti, on parle de Tito, le Parti communiste en France et la CGT disent oui, les étudiants, faut s'en méfier parce que c'est vos futurs patrons. Bon, alors déjà 500 000 étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer, mais beaucoup plus tard, en fait, comme perception. Je ne parle pas de la réalité, mais comme perception, c'est les 20-30 dernières années, disons les 20 dernières années, où on voit bien, au travers même de la crise du Covid, des questions de précarité, etc., comment l'étudiant n'est plus considéré comme le privilégié, bon, même s'il en existe, évidemment, mais c'est moi, j'avais dit à partir, mais ça date déjà de la fin des années 90, dans chaque famille, il y a un chômeur et un étudiant. C'est-à-dire, on peut. Bon. Mais ça met plus de temps à venir dans les consciences. Et puis, il y a une homogénéisation des problématiques au niveau international, au niveau universitaire. C'est-à-dire que, grosso modo, 68, on distingue. Bon, c'est abrupt, il faudrait nuancer. On a trois grands secteurs mondiaux. Il y a les pays occidentaux, les pays capitalistes avancés. Il y a effectivement, ce qu'on appelle le tiers-monde. Et on a les pays de l'Est. Les pays de l'Est, la Chine, on est entre deux. Bon, enfin, on est entre deux. C'est un peu plus complexe encore à ce moment-là. Mais on a des phénomènes communs, mais pas forcément les mêmes références. C'est-à-dire que c'est vrai que les étudiants Tchèques, une partie des étudiants anglo-saxons, mais surtout les Tchèques, 68, le 68 français, c'est oui, la révolte, on est des jeunes, mais ce n'est pas forcément les mêmes choses qu'on veut. Bon. D'un côté, on lutte contre le communisme, mais sur beaucoup de guillemets, alors qu'ailleurs. Donc, c'est aussi parce qu'on a des systèmes universitaires différents, une planification universitaire, une composition sociale qui n'est pas la même. Et que, à la limite, si je prends le cas de la Pologne, la composition sociale, c'est l'enfant d'ouvrier. Il a une prime pour entrer à l'université, même si pour beaucoup, enfants d'ouvriers, c'est les enfants d'ouvriers, anciens ouvriers qui sont devenus des permanents ou des bureaucrates. Bon. Donc ça, c'est vrai que quand on prend le monde actuel, les 50 ans là, qui ont suivi, à la fois pour des raisons économiques et politiques, de transformation politique des pays de l'Est ou des évolutions, par exemple, de la Chine, on a un système universitaire, qui s'est massifié partout, et pas simplement dans les pays occidentaux. Parenthèse, pas beaucoup d'étudiants en Grèce, 67-68, c'est 1%, les étudiants, c'est 1%. En France, c'est 1,2%. En Allemagne, c'est 0,5%. En Albanie, c'est 2%. Bon, mais en Albanie, c'est 9000 étudiants sur une population de base. Donc, mais c'est vrai que, et par exemple, on voit se développer aujourd'hui, on a 220 millions, on a 220 millions d'étudiants dans le monde en 2000. On peut prendre des exemples. Je vais prendre l'Algérie. Algérie, 62-63, 2800 étudiants.
70, 71, 19 300. 2012, 1 200 000. En 2022, 1 696 000, dont les 2 tiers de femmes. Et pas dans des filières où il n'y a pas de plafond de verre. Au niveau universitaire, beaucoup de diplômés, hein, et des secteurs, ce qui fait qu'on en trouve beaucoup dans l'administration. C'est très important pour voir cet angle de transformation de la société. L'Iran, j'ai mis, l'Iran, on a en 2003, donc alors, ça part de moins bas parce qu'y compris sous le Shah, il y avait une tradition. En 2003, il y a 1 800 000 étudiants. 2014, les derniers chiffres que j'avais, c'est 5 millions d'étudiants. La moitié des femmes. Non, mais je veux dire, ça donne tout de même une autre vision de femme, vie, liberté. Bon, donc ça, je pense que c'est une des grandes transformations. Et puis cette circulation étudiante qui s'accroît, d'après les chiffres de l'UNESCO, on va allègrement vers les 9 millions d'étudiants chaque année qui font des études dans d'autres pays. Et ce n'est plus simplement des mouvements d'étudiants qui vont d'Afrique, d'Asie, dans les pays occidentaux, aux États-Unis. C'est les circulations se font dans tous les sens. Et pour prendre un exemple d'actualité, que je suis aussi, c'est par exemple en Russie, vous avez 2 choses. Hein, d'une part, une réforme universitaire avec des liens importants affirmés avec les entreprises, c'est une planification semi-capitaliste oligarchique qui reprend de l'ancien dans du nouveau. Alors que c'est effectivement l'accent est donné pour favoriser, y compris matériellement, les étudiants qui vont faire des études qui sont liées avec des grandes entreprises, des oligarques, ou pour l'armée, mais aussi avec toute une série d'autres entreprises, et avec un appel massif au tiers-monde. Et notamment Poutine vis-à-vis de l'Afrique et de l'Asie, c'est ouverture des portes, hein, venez. Et pour conclure, puisqu'on est sur l'international, le prochain festival mondial de la jeunesse et des étudiants se tiendra à Sochi, en Russie, ouvert par Poutine, comme il l'a fait en 2017, mais pas le contexte mondial n'est plus exactement le même. Et il a insisté là-dessus dans la dernière conférence qu'il a eue avec les chefs d'État africains ou leurs représentants au mois d'août à Moscou. Tant que là aussi, ce sont des éléments qui nous font penser la place des mouvements étudiants un peu de différentes manières. Donc c'est vrai que, moi je suis plus particulièrement Ukraine-Russie, c'est intéressant de voir par exemple comment aujourd'hui, et je conclue par là, il y a des mouvements étudiants en Ukraine qui luttent contre la corruption, contre les frais, les dépenses un peu de prestige, il faut plutôt les envoyer sur le front, et en même temps c'est la lutte pour éviter par exemple, le dernier, c'est à Lviv, un terrain qui devait être vendu et il a été occupé par des étudiants. Je crois que ce n'est pas Polytechnique d'ailleurs. Il faut que je revoie les choses. J'ai eu ça récemment. Et ils ont occupé en disant on veut que ce bâtiment soit consacré aux enseignements universitaires. Ah, qui passe. Oui. Si. Non, mais je ne parle pas forcément dans le micro. Voilà. Donc, c'était pour donner ces éléments-là. Voilà, c'est plus des éléments de réflexion. Hein, voilà, mais ça donne de replacer un peu les choses dans l'histoire de l'époque et en même temps dans une évolution, hein, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, dans lequel on va retrouver, puisque c'est ça notre tâche au niveau de la recherche, c'est de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a de récurrent, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui innove derrière des formes qui peuvent se ressembler. Merci beaucoup, Roby, pour pour le tableau global à l'échelle internationale que vous avez esquissé. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans ce que vous disiez, c'est que les lieux d'exil, comme
terrain pour pratiquer l'histoire interconnectée, dans le sens où, à Paris, par exemple, des années 60, avec l'arrivée des étudiants grecs exilés, il y a eu plein de mouvements, plein de campagnes menées par des étudiants vietnamiens, étudiants espagnols, portugais, qui vivaient aussi dans des régimes autoritaires, en soutien, turc aussi, j'ai vu, en soutien aux étudiants grecs exilés. Et donc, il y a des interconnexions, il y a des circulations peut-être à étudier au sein de ces mouvements d'étudiants en exil et dans des villes, je dirais plutôt, qui ont été des terres d'accueil de ces exilés, des étudiants exilés, Paris, Spa, Londres et autres villes, pas forcément d'ailleurs en Europe de l'Ouest seulement, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça quand même comme une entrée possible, une piste à exploiter à l'avenir. Bon, ça a été En 68, il y a 120 étudiants grecs qui occupent la maison hellénique de Paris. Alors, on profite de 68 français en même temps pour on s'intègre à la fois dans le mouvement français ou parisien, mais effectivement, on vise la Grèce. Et juste un élément par rapport à ça, Belgrade, par exemple, dans le cadre du mouvement non aligné, est un réceptacle extraordinaire de la circulation des étudiants. Donc, toute une partie des étudiants africains et asiatiques qui se retrouvent à Belgrade à faire des études là-bas et avec des échanges d'idées absolument incroyables. Et on le voit passer dans les journaux d'étudiants. C'est vraiment fantastique, précisément pour des sujets de recherche, puisqu'on parle aux étudiants. On pourrait aussi évoquer les régimes autoritaires, les coups d'État qui voient les jours dans les années 70, entre l'année 60 et 70 en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud, autres régions du monde qui vont être touchées, concernées par les rivalités dans le cas de la guerre froide et qui vont subir, dont les populations vont subir les frais et les conséquences de cette concurrence et de cette rivalité, de cette réalité dans les relations internationales. Euh, Merci encore une fois pour vos contributions passionnantes et très intéressantes qui sont des éclairages précieux sur cette séquence de l'histoire et les phénomènes du mouvement étudiant qu'on a voulu soulever et aborder cet après-midi. Est-ce que il y aurait des questions, des remarques, des commentaires? Corinne. Oui, oui. Ah bah, par exemple, si on prend le cas de la France, des 500 000 étudiants, c'est 500 000 étudiants en France en 68. 500 000. On est passé de 120 000 après-guerre, c'est-à-dire on récupère un peu l'avant-guerre, à 500 000 en 15 ans, 15-20 ans, avec un doublement de 62 à 68, un doublement. Et alors, c'est pas. Et par exemple, aujourd'hui, il y a moins le pourcentage d'enfants d'ouvriers parmi les 3 millions d'étudiants à l'université est moindre qu'en 68. Bon, sauf qu'évidemment, on parle de nombre, c'est-à-dire 2 ou 3% de 3 millions, c'est plus numériquement que à peu près 7 à 8%. Mais déjà, à peu près dans les années en 68, 70, c'est une population issue d'ouvriers ou d'ouvriers qualifiés, mais enfin qui veulent en sortir. On en trouve par exemple une petite minorité en médecine, mais c'est aussi qui sont engagés à gauche. Bon. Oui.
Oui, oui, mais il y a aussi, moi je prends toujours Palais debout parce que je suis un peu sociologue du travail, enfin je suis cycliste. C'est qu'en même temps, quand on parle d'ouvriers aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a il faut comprendre que en France aujourd'hui, moi j'étais totalement, le jour où je suis tombé sur ce chiffre, à quasiment la moitié de la population active, il y en a beaucoup plus chez les avocats, beaucoup moins chez les ouvriers, la moitié de la population active française a un diplôme à bac+2. Alors ça peut être un DEUG, un DUT, etc. Et c'est la scolarisation a transformé. Donc, en retour, on a beaucoup moins d'ouvriers non qualifiés. C'est ça qui a baissé dans la partie ouvrière, la catégorie ouvrière. Les ouvriers d'aujourd'hui sont beaucoup plus qualifiés en proportion dans la catégorie ouvrière qui a pas disparu. Mais quand on dit qu'il y a 5 millions d'ouvriers aujourd'hui, bah, ce n'est pas les mêmes que les 4 millions de l'époque fin du 19e siècle. On avait en même temps 3 millions de domestiques. Donc, il y a des bon. Donc là, si vous voulez, le problème toujours des chiffres, c'est est-ce qu'on parle de pourcentage, est-ce qu'on parle de nombre et puis, il faut prendre des deux côtés. Alors, quand on dit qu'il y a 40% des étudiants qui travaillent, le pourcentage, il n'a jamais varié. Depuis, en tout cas, 45, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais on retrouve toujours le même truc, c'est 40% des étudiants travaillent. Bon. Sauf que 40% de 100 000 et 40% de 3 millions, c'est pas pareil. Et par exemple, si on pense qu'il y a 1 million d'étudiants qui travaillent comme salariés, même à mi-temps, travaux précaires, 1 million de salariés du privé, c'est 5 à 6% du champ UNEDIC, c'est-à-dire de l'ensemble des salariés du privé. C'est énorme. Donc, quand on voit ça dans l'autre côté, bon, moi je vois par exemple avec les syndicats, vous leur dites ça, et ben voilà, c'est un enjeu pour vous de s'occuper des étudiants. C'est pas dire que c'est les privilégiés, etc. La oh, quand j'ai pris l'Iran, moi c'est ma première réflexe maintenant quand un peu un problème politique, bon, un problème étudiant, politique. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'université là? Qu'est-ce que c'est le système d'étudiantes? Un peu, on comprend plein de choses. Hein. On comprend le Irak, on comprend ce qui se passe là. On comprend comment tout de même toutes ces sociétés, on peut freiner des choses, les dictatures peuvent freiner, serrer. Puis il y a un moment où c'est plus possible. Quoi. Oui, désolé. Simplement pour aller dans le sens de Ronnie, ce qui est très intéressant, par exemple, avec le Kosovo, c'est que ce qui a complètement changé la donne politique du Kosovo, c'est la politique que Tito a menée auprès de la jeunesse albanaise du Kosovo à partir de 66. En 66, il vire le ministre de l'Intérieur, Aleksandar Ranković, qui tenait le Kosovo sous un régime d'état d'urgence. Il fait venir des enseignants d'Albanie et il revoit complètement le système scolaire. Et à partir de là, on a une montée exponentielle du nombre d'étudiants kosovars albanais et la production de ce qu'on appelle parfois en histoire un prolétariat intellectuel. Et donc, en fait, une masse politique explosive d'individus hyper politisés, hyper qualifiés, formés, mais sans métier, sans travail. Et donc, des gens qui commencent à contester la distribution du travail et du logement au Kosovo entre population serbe et population albanaise. Et ça devient une bombe politique qui va conduire. Oui, mais eh ben, c'est ce qui va conduire au phénomène que l'on connaît. Donc, c'est intéressant. Oui, oui.
Oui, oui. Oui, oui. Alors, oui, mais justement, ce qui est très intéressant, c'est que ça correspond aussi à une demande. Pour vous parler d'un milieu que je connais très bien, le milieu de la santé. Voilà. Mais non, ça ne rend pas service à tout le monde, notamment pas à nos enfants. Mais en revanche, ça rend service au système parce que, oui, d'un côté, vous mettez un numerus clausus, apertus, enfin, ça, c'est des jeux de mots orwelliens. La réalité est la même. Au bout du compte, vous ouvrez en revanche le recrutement des médecins étrangers ou des infirmières étrangers et vous gagnez sur les 3 plans en tant qu'employeur. Ça coûte moins cher au départ. La personne va travailler plus pour rattraper le défaut de salaire et elle est tout à fait partante pour faire beaucoup plus de garde parce qu'elle a une autre perception du travail. Non, mais par exemple, il y a eu. Oui, oui, bah, je peux faire un peu. Juste sur l'Algérie, par exemple, quand il y a eu le Irak, il y a eu immédiatement, on a constaté une baisse du nombre de personnes qui venaient en France, qui voulaient partir. Alors, tout d'un coup, il y a eu un vent d'espoir. On va rester. Et, et puis après, c'est revenu. Effectivement, il n'y a plus rien à faire. La situation est bloquée. On essaye de partir. Et c'est des mouvements migratoires qui sont liés aussi à des. Bon, moi, je peux partir. Bien sûr. Eh ben, je pense qu'on arrive au bout d'une journée qui était quand même très riche en échanges, en réflexions, en approche historiographique. Merci encore une fois pour votre présence, votre participation. Et je pense que notre défi d'aborder et d'inscrire la séquence de l'histoire de l'école polytechnique, des événements de l'école polytechnique dans une approche d'histoire publique et connectée a été plus ou moins, voilà, j'ai réussi grâce à votre participation, à votre communication. Encore une fois, merci beaucoup et à bientôt pour peut-être une étape suivante qui serait celle des traces écrites de tout ce qu'on a essayé de dire et de... Merci beaucoup, Rudy. Merci. Merci.